Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette présentation de la synthèse de la 3e édition de l'Osimètre. Alors, c'est un vrai moment aujourd'hui pour apprécier encore une fois, puisque ce baromètre est un baromètre de référence. Alors, non pas pour essayer de comprendre combien il y a de cyberattaques par jour, mais je pense que ça, c'est un contexte sur lequel on pourra encore insister, mais un baromètre qui permet de juger de la maturité des entreprises, des institutions, des organisations marocaines vis-à-vis des risques cyber. Un baromètre qui est fait conjointement par l'OSIM, donc l'OSIM qui fédère les DSI, les décideurs IT du Maroc, et PwC qui apporte le côté scientifique, sa méthodologie, son expertise pour compiler la data, pouvoir sortir des analyses extrêmement fines et surtout apprécier l'évolution de cette maturité cyber au sein des entreprises qui est devenue non plus un simple sujet IT, mais un véritable enjeu central de gouvernance des institutions et des entreprises marocaines. Et ça se juge à travers différents indicateurs, on le verra tout à l'heure, que ce soit avec la présence et la mise en place d'instances de gouvernance cyber à l'intérieur des entreprises et des institutions, l'attractivité des talents, puisqu'ils nous font des compétences, la conformité réglementaire, l'adoption de l'IA, qui est à la fois une menace et une opportunité. On parlera aussi d'IA quantique, on parlera de cryptographie post-quantique, ça va être super intéressant parce qu'on aura un panel que monsieur le vice-président de l'OSIM animera, c'est Rachid tout à l'heure, avec des experts en cybersécurité. Et donc tout ça va nous permettre encore une fois d'apprécier l'évolution de cette maturité. Merci Madame la Ministre d'être venue. Un agenda extrêmement chargé et on le comprend en ce moment, mais on ne pouvait pas commencer sans vous, ça c'est hors de question. Je vais vous demander d'accueillir, pour ouvrir le bal, comme on dit, Monsieur le Président de l'OSIM, mon ami, c'est Mohamed Saad. Merci, c'est Faisal. Il est d'usage dans de pareilles circonstances de commencer par de la gratitude, des remerciements et de la reconnaissance. Et c'est dans ce sens-là que je commencerai mon allocution. Merci Madame la Ministre de nous avoir honorés de votre présence. Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les présidents, directeurs généraux, chacun en vos rangs, grades et qualités. Alors c'est avec un immense plaisir que on va accueillir aujourd'hui le reveal du 3e baromètre, donc Osimètre de la cybersécurité. Il y a quelques mois, en mai dernier, la délégation de l'OSIM, donc moi-même, 2 de mes confrères aussi, VP OSIM, étions à Tallinn, en Estonie. Et ce hub mondial de la gouvernance numérique permet aujourd'hui d'être en top 1 mondial en matière de, on va dire, enseignement, connaissance, innovation en matière de cybersécurité, cyberdéfense. Nous en sommes revenus avec une conviction chevillée au corps. Le cyberespace n'est plus un sujet technique réservé aux techniciens. C'est le tissu conjonctif absolu de notre économie. J'étais là, il y avait un maréchal à côté de moi, il y avait un autre commandant, il y avait un général juste devant moi qui était en train de discourir. Il y avait des séances de gestion de crise. On se croirait vraiment dans une guerre. Il y avait des gens avec des treillis, kaki, avec des écussons brigade de cybersécurité, et donc nous on se disait qu'est-ce qu'on était en train de faire là, mais je crois qu'on est au devant des scènes parce qu'on était le seul pays africain, arabe, à avoir participé à ce SciCon 2026. Cela s'appelle Revient, et on s'est promis de ramener plus de gens, plus de professionnels. Nous avons partagé avec la communauté le compte-rendu, donc justement d'une 12aine de pages de tout ce qui s'est dit lors de ce SciCon. Et donc, on partagera aussi avec la communauté, et on s'est promis donc de revenir encore plus fort, plus solide, mais plus nombreux à ce SciCon, Inch'Allah, 2027. Alors, face à des menaces reconfigurées à la vitesse de l'éclair par l'intelligence artificielle et les tensions géopolitiques mondiales, la résilience
n'est plus une option, c'est un impératif de souveraineté nationale. Et c'est fort de cette certitude que nous présentons aujourd'hui l'Osimètre 2026. La première grande nouvelle que nous livre cette édition, c'est que notre écosystème progresse. La maturité cyber globale de notre pays est passée de 49% à 56%, on verra ça avec Jamal. Nous franchissons enfin un cap, nous sortons du stade en développement, peut mieux faire, pour intégrer un autre stade défini, c'est-à-dire qu'on sait vraiment ce qu'on veut faire. Alors pourquoi ? Parce que nos dirigeants ont compris l'implication des directions générales, des boards, dans les arbitrages cyber fait un bond spectaculaire, passant de 55% à 74%. Mieux encore, la budgétisation suit. Platon disait « Le véritable pilote ne doit pas être un simple exécutant des manœuvres, mais celui qui maintient l'œil fixé sur l'horizon, le ciel et les vents. Car c'est à lui seul qu'il appartient de diriger le navire et non aux matelots engagés dans les soutes. » Daniel Bouton, qui était le PDG de Société Générale, vous vous rappelez tous, hein, l'histoire, l'incident Jérôme Kerviel, quand on lui a posé la question, il leur a dit « Je suis responsable, mais je ne suis pas coupable. Ce n'est pas moi qui ai appuyé sur les clics et cliqué sur que 5 milliards d'euros s'envolent, mais je suis responsable parce que je n'ai pas mis en place les bons contrôles, je n'ai pas mis en place les bons process pour que cela n'arrive pas. » Donc, nous tous sommes responsables donc justement de ce contrôle qu'on doit mettre en place pour parer, pour s'équiper et pour, on va dire, se défendre contre ce fléau. La réglementation nationale portée par la loi 05-20 n'est plus subie comme une contrainte administrative. Elle s'affirme comme un véritable catalyseur, un guide structurant qui force à revoir la gouvernance avant même de signer des chèques. C'est une grande victoire pour le Maroc. Mesdames et messieurs, soyons lucides. La maturité n'est pas homogène. Et donc ça, c'est une leçon qu'on va voir aussi avec Jamal. Derrière ces réussites se cachent des paradoxes et des angles morts que nous ne pouvons plus ignorer. Le paradoxe de l'IA, nous sommes tous fascinés. 87% d'entre nous voient l'IA comme un allié cyber. Pourtant, seuls 30% ont formalisé des règles d'usage. Pendant que nous testons et expérimentons sans cadre, la menace, elle s'industrialise. 40% de nos organisations déclarent déjà subir des attaques d'ingénierie sociale amplifiées par l'IA. Le deuxième signal d'alarme concerne le piège de la dépendance souveraine. Certes, le cloud nous apporte l'agilité, mais 70% de nos entreprises n'ont aucune stratégie de réversibilité. Si demain un prestataire nous fait défaut, nous sommes piégés. La souveraineté, ce n'est pas refuser l'innovation globale, ce n'est pas l'isolationnisme, c'est en garder la maîtrise absolue. Enfin, il y a la menace silencieuse, l'horizon quantique dont a parlé Faisal. 64% de nos entreprises ignorent ce sujet. C'est le syndrome du Harvest Now, Decrypt Later. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que les cybercriminels volent et stockent nos données chiffrées aujourd'hui pour les décrypter demain avec des ordinateurs quantiques. Ce qui est chiffré aujourd'hui sera vulnérable à jamais si nous n'agissons pas. Un autre volet, et non des moindres, concerne les RH. Face à la pénurie critique de compétences qui frappe 84% de nos entreprises, nous devons réinventer nos parcours. Notre vivier réside dans le reskilling, la reconversion des profils non-IT amplifiés par l'IA, plutôt que rentrer dans une guerre des talents stériles. Aujourd'hui, l'Osimètre 2026 n'est pas un simple baromètre, c'est notre plan de vol collectif. J'invite chaque dirigeant, chaque DSI, chaque CISO, chaque partenaire public-privé à s'approprier ces résultats. Pour notre tissu économique, pour nos PME, qui représentent 66% de notre échantillon, passons d'une posture de réaction à une culture de résilience. Pour conclure, je dis souvent qu'il existe deux types d'institutions. Celles qui se sont fait attaquer et qui le savent, celles qui se sont fait attaquer mais qui ne le savent pas encore. J'aime bien dire le securing tomorrow requires decisions today. Se sécuriser demain exige de décider aujourd'hui. Enfin, mesdames et messieurs, permettez-moi d'adresser quelques remerciements en fin de cette allocution.
Mes remerciements les plus chaleureux vont tout particulièrement à Jamal, PwC, Rachid Baarbi, VP OSIM, Sofia Btiwi, directrice marketing PwC, qui ont porté ce projet avec une rigueur exemplaire. Un grand bravo également va aux équipes de PwC et de l'OSIM pour leur remarquable travail de coordination et d'analyse. Enfin, ce baromètre ne serait rien sans la matière première, la réalité du terrain. Un immense merci à toutes les entreprises qui ont pris du temps de répondre à notre enquête, ainsi qu'aux experts qui nous ont accordé de précieux entretiens pour enrichir ce rapport de leur vision éclairée. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir les résultats de cette édition. Merci à tous. Merci beaucoup, Si Mohamed. Oui, on le verra tout à l'heure. Elles sont 62 à avoir participé à l'enquête et Jamal, dans quelques instants, nous donnera les principaux résultats pendant une quinzaine de minutes. Je vais vous demander d'accueillir, mesdames et messieurs, Madame la ministre chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, Madame Amal Saghrousni. Alors, si vous permettez, je vais commencer par de très plates excuses. Parce que j'avais prévenu que j'arrivais que à 6h30. Et j'avais dit, il faut commencer, ne pas m'attendre. Et évidemment, Si Mohamed, il en a fait qu'à sa tête. Je suis vraiment confuse. Hein. Je m'excuse parce que je n'ai pas l'habitude de faire attendre les collègues, et encore moins les amis. Donc aujourd'hui, je suis dans une situation un peu délicate pour ça. Je tiens à m'exprimer et à vous exprimer toutes mes excuses ici. D'autant plus que le baromètre que vous allez nous présenter aurait été beaucoup plus intéressant sans mon allocution. Alors, moi, de quoi est-ce que je peux vous parler? Je pourrais vous dire qu'en termes de numérique, nous sommes très sensibles à la question de la cybersécurité, de la sécurité en général, et nous avons mis en place un ensemble d'approches, de lois, de techniques qui respectent deux choses, et qui s'intéressent à deux choses, et j'ai des témoins dans la salle. Les deux choses sont la privacy by design et la sécurité by design. Et lorsqu'on parle de cybersécurité, j'aime penser que cette résilience numérique, elle n'est pas uniquement au niveau du logiciel, mais elle concerne aussi l'infrastructure, elle concerne aussi les usages. Parce qu'aujourd'hui, on peut être sécure, mais si on se fait aspirer toutes ces données, on n'est pas très sécure longtemps. Je veux dire par là que la cyberattaque n'est pas simplement une attaque du logiciel, mais aussi des données qui peuvent être aspirées et qui peuvent être utilisées plus tard dans une sorte d'ingénierie sociale ou autre. Donc, lorsque nous avons réfléchi au niveau du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration à une loi que nous avons appelée la loi X.0, qui a du mal à sortir aujourd'hui parce qu'elle dérange. Elle dérange beaucoup de gens. Et pour l'instant, nous nous battons pour que cette loi voie le jour un jour. Mais cette loi, elle a été élaborée par le ministère de la Transition numérique et la réforme de l'administration, les collègues de la DGSN, les collègues de la DGSCI, les collègues de la CNDP et les collègues de l'ADD. C'est une loi qui a été élaborée sur 40 à peu près conclaves dédiés à l'élaboration de cette loi, qui met au cœur de cette loi la question de la résilience du digital à travers, comme je vous l'ai dit au début, les deux principes fondamentaux, sécurité by design et privacy by design. Alors lorsqu'on parle de sécurité by design, ça rejoint un peu toutes les approches de cybersécurité dont vous avez parlé. La privacy by design, ça concerne plutôt la protection des données des citoyens, qui sont aujourd'hui convoitées plus qu'on ne le pense et qui constituent une arme à court-moyen terme. Donc, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que, en tant que ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, j'ai une double casquette, celle
de réformer l'administration, mais de ne pas ouvrir la boîte de Pandore pour les différentes attaques sur les données administratives, par exemple. Et par rapport au volet transition numérique, nous sommes confrontés à des tas de choses à la fois, et je vais vous donner un petit éventail de ce qu'on essaye de faire. Donc la transition numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire partir d'un point A pour aller à un point B où le pays est digitalisé. Ce chemin entre A et B, il peut être emprunté de différentes manières, et c'est un chemin qui est semé d'embûches. C'est vraiment très difficile, et je suis en train de vous parler un peu à court ouvert. C'est très difficile de concilier l'excellence numérique, l'analphabétisme numérique dans un même écosystème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous arrivez dans un parlement qui vous tire dessus à boulet rouge parce que la connectivité n'est pas au rendez-vous, parce que ceci ou parce que cela, vous vous rendez compte qu'il y a un tel gap entre vous, aujourd'hui, ici, les DSI, les dirigeants, les décideurs du numérique, et le citoyen qui n'attend qu'une chose, c'est avoir la connectivité et aller sur WhatsApp ou aller sur YouTube ou aller sur autre chose. Et donc, comment concilier ces deux mondes? Pas que deux, il y en a plusieurs. C'est un peu graduel, hein, je dirais. Comment concilier toutes ces choses-là quand vous voulez apporter des technologies de pointe et on vous dit, par exemple, on n'a pas la couverture numérique et vous nous parlez d'intelligence artificielle. Et dans la même salle, vous en avez qui vous disent pourquoi vous n'avancez pas sur l'intelligence artificielle? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait sur l'intelligence artificielle? Alors, on est dans un écosystème très complexe parce que c'est un écosystème avec des sachants, avec des non-sachants, avec beaucoup de contradictions. Et ce que nous essayons de faire au niveau du ministère, c'est de concilier tout ce monde à travers des lois, donc à travers de l'acculturation, à travers des formations, à travers les talents et à travers des centres d'innovation en cybersécurité, par exemple, comme ce que nous avons fait avec la DGSSI, à travers un certain nombre de conventions avec différents acteurs du numérique qui comptent, à travers des questions de cloud souverain, à travers des tas d'initiatives qui vont toutes dans le sens de, eh bien, il faut qu'on avance avec toute cette complexité et avec ces contradictions endogènes que nous devons mener cette révolution du numérique. Voilà, donc je ne vais pas trop parler de la cybersécurité, il y a des spécialistes dans la salle. On va écouter les résultats du baromètre. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que nous avons tous la responsabilité de protéger nos données. C'est une responsabilité immense. Et nous avons tous la responsabilité de sécuriser nos systèmes. Et quand je dis système, c'est toutes les couches ISO, de la couche physique à la couche applicative. Et donc aujourd'hui, chacun, de son emplacement, de là où il se trouve, doit réfléchir, et on doit réfléchir collectivement, et c'est très important d'avoir des soirées comme celle-là, c'est très important de réfléchir collectivement à comment est-ce qu'on peut mettre ensemble les différentes pièces du puzzle cybersécurité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et donc, sans plus attendre, je vais vous demander d'accueillir Jamel Bastre, qui est associé Technology Consulting au sein de PwC et qui va nous donner un aperçu des principaux indicateurs, des principales évolutions de cette étude. Je t'en prie, Jamel, tu as 15 minutes. Tout d'abord, bonsoir Madame la Ministre, bonsoir à nos amis de la DGSSI, nos amis de l'OSIM, que je salue vivement ce soir. Tout d'abord, je souhaite remercier toute l'équipe de l'OSIM et toute l'équipe PwC pour avoir contribué à cette étude intitulée l'OSImètre. Effectivement, c'est la 3e année qu'on exécute cette étude, et effectivement, ça nous permet d'avoir un certain recul sur le niveau de maturité du marché marocain et son évolution au cours des 3e années.
Donc avant de rentrer peut-être dans les résultats du baromètre, j'aimerais partager en fait une conviction forte. Merci beaucoup. Donc depuis 10 ans, les organisations ont considérablement progressé dans leur approche de la cybersécurité. On a connu différents temps. Un temps où la cybersécurité se résumait à protéger l'entreprise, à mettre en place des dispositifs de protection. Un temps où on s'est dit que ce n'était plus suffisant et qu'il s'agissait d'équilibrer en fait les investissements cyber sur d'autres dimensions de la cybersécurité que sont la détection, la réaction, la réponse aux incidents et la reconstruction. Ça a d'ailleurs été le thème de notre Osimètre dans sa 2e édition autour de la résilience cyber. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, on arrive à un 3e moment qui nécessite en fait de repenser la stratégie cyber des organisations. Ce contexte, il a profondément changé. On ne fait plus aujourd'hui face à un paysage de menaces qui devient simplement plus complexe. On a contribué nous-mêmes pendant plusieurs années à expliquer que cette menace cyber devenait plus complexe avec un panorama d'attaquants qui était varié, avec des niveaux de sophistication des attaques qui étaient évolutifs en fonction du niveau de motivation. On entre aujourd'hui dans une phase où la nature même de la menace en fait évolue. L'accélération du cloud, de l'intelligence artificielle et plus largement de la digitalisation élargit les surfaces d'exposition à un rythme qu'on n'a jamais vu par le passé, c'est un rythme inédit. Cette rupture, elle est largement portée par l'émergence des modèles dits AI Frontier, qui sont, pour vulgariser le propos, des intelligences artificielles qui sont capables de raisonner, d'apprendre, de coder, de rechercher et d'agir à des niveaux de performance qui se rapprochent progressivement de certaines expertises humaines, même si l'IA ne remplacera pas l'humain. Ces modèles aujourd'hui sont déjà capables d'automatiser une partie de la recherche de vulnérabilité, de l'analyse de code, de la corrélation d'événements ou encore de l'ingénierie sociale à une vitesse sans précédent. Et nous-mêmes, en tant que PwC, on réfléchit en fait à la manière de faire évoluer notre approche sur ces sujets parce que ça vient transformer de manière assez fondamentale l'écosystème. Donc ce qui était encore considéré il y a quelques mois comme un signal faible, c'est devenu un signal fort. Ce sujet n'est plus aujourd'hui la sophistication des attaquants, mais leur capacité à industrialiser certaines capacités offensives à grande échelle. Face à cette accélération, une question se pose. Les entreprises marocaines progressent-elles suffisamment vite? Car le véritable enjeu n'est plus seulement de se protéger mieux, il est désormais de détecter plus vite, de décider plus vite et de réagir plus vite. Donc c'est précisément au travers de cette grille de lecture qu'il faut, de notre point de vue, interpréter les résultats de l'Osimètre 2026. Donc vous le voyez sur cette planche, une satisfaction que l'on a avec nos amis de l'OSIM, c'est le panel qu'on a pu adresser au travers de cette enquête cette année. On a 62 répondants avec une répartition assez représentative du tissu économique marocain, avec une prépondérance néanmoins du secteur financier, et avec une satisfaction qui est qu'au travers de cette étude, on a réussi à embarquer ce que j'ai souvent appelé par le passé le parent pauvre de la cybersécurité, qui sont l'écosystème des PME et des ETI, qu'il faut pouvoir accompagner en fait dans cette démarche. On retrouve également une diversité des répondants, des populations expertes en matière de cybersécurité, des responsables IT, des responsables conformité et risque, mais surtout des directions générales. Donc c'est particulièrement intéressant de voir que cette étude ne reflète pas uniquement la vision de spécialistes cyber, mais également une vision managériale. Si on entre un petit peu dans le détail, ce que l'on voit en fait au travers de cette étude, c'est que la maturité est croissante. Le premier enseignement qu'on peut tirer et qu'on a pu tirer, et Sissad l'a précisé tout à l'heure, l'implication des directions générales dans les sujets cyber aujourd'hui n'est plus à démontrer. Elle est réelle. 74% des directions générales aujourd'hui se disent impliquées dans les décisions cyber. Ce chiffre, il est probablement l'un des plus importants de cette édition, de mon point de vue. C'est clairement une démonstration
que ce sujet est pris au bon niveau au sein des entreprises. La cybersécurité n'est plus déléguée à l'IT, elle est devenue un sujet de comité exécutif. Donc cette évolution, elle est logique. Les cycles classiques de gouvernance, de revue des risques ou de remédiation deviennent souvent trop lents face à des attaques qui se préparent et se déploient désormais dans des délais toujours plus courts, qui nécessitent l'implication, on disait des métiers par le passé, aujourd'hui c'est des dirigeants d'entreprise dans la prise de décision associée aux attaques cyber. Le deuxième enseignement, 66% des organisations déclarent avoir été confrontées à des situations de piratage ou de fuite de données. Donc ça démontre clairement le caractère réel. On ne parle pas d'un risque qui est hypothétique, mais réellement avéré. Pardon ? Alors, problème de slide. Hop. Oui, effectivement, merci. Donc, aujourd'hui, osimètre, il montre également un certain nombre d'éléments en fait, structurels aussi à prendre en compte dans cette revue des stratégies cyber que l'on appelle de nos voeux. Ces fragilités en fait, structurelles, elles sont autour aussi de la transition transition numérique qu'on est en train de vivre au Maroc. On est dans une étape où la transformation cloud doit aujourd'hui s'accélérer pour bénéficier de tout le potentiel en fait, qu'offre l'intelligence artificielle. Cette transformation cloud, elle est initiée. Aujourd'hui, ce que l'on voit dans les résultats de cette enquête, c'est une dépendance considérée comme étant moyenne des acteurs marocains aux acteurs de cloud. Ce caractère de moyen, je le mets en perspective aussi de l'avancée en fait, de la transformation cloud qui nécessite encore probablement d'être accélérée dans les prochaines années. Accélérée sans perdre de vue les enjeux de souveraineté en fait, qu'il sous-tend. Ce que l'on voit, c'est que cette transformation cloud, elle nécessite d'être maîtrisée, et ce commentaire, il s'applique également aux risques liés à l'IA. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que 70% des entreprises en fait, qui ont acté cette transformation cloud, en tout cas qui l'ont initiée, n'ont pas encore mis en place toutes les mesures qu'on pourrait attendre en termes de maîtrise de cette transformation. Et effectivement, la réversibilité du cloud, aujourd'hui, elle n'a pas encore été considérée. Alors c'est un constat qu'on observe au Maroc, mais qui est en réalité assez large. Ce n'est pas une caractéristique marocaine. Ayant l'opportunité d'intervenir à l'international, en particulier en Europe continentale, l'enjeu réglementaire, qui est d'ailleurs perçu au Maroc comme un moyen de transformation, c'est assez intéressant de voir la réglementation comme étant le moyen de transformer de manière profonde la cybersécurité des entreprises, met l'accent en fait sur ces sujets de réversibilité, sur ces sujets de maîtrise de transformation liés au cloud, et probablement pas encore sur les sujets de risques liés à l'IA. Et effectivement, je pense que c'est lié à un sujet de temporalité par rapport à la sortie de ces réglementations et qui a amené à beaucoup de travaux en la matière. Plus largement, la gestion des risques liés aux tiers est un sujet de préoccupation et sur lequel on le voit à l'échelle mondiale. Les entreprises ne se sont pas structurées de manière suffisante. Alors l'IA est un sujet qui déclenche beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de preuves de concept, mais c'est aujourd'hui un sujet, et ce n'est pas un sujet non plus spécifiquement marocain, l'IA est encore un sujet qui n'a pas encore fourni tout le retour sur investissement que l'on pouvait en attendre. L'une des raisons pour ça, c'est essentiellement la maîtrise des risques liés à l'IA, qui est l'une des dimensions qui peut permettre d'apporter la confiance, qui permettent le passage à l'échelle. Donc c'est un élément qui est extrêmement important à considérer dans la revue de stratégie cyber que j'appelais de mes voeux tout à l'heure. Enfin, la menace quantique. Je vais éluder ce sujet puisqu'on a aujourd'hui la chance d'avoir également des experts du sujet qu'on pourra débattre sur ce sujet. Mais je pense que le point important à noter, c'est que c'est une thématique en fait, qui n'est pas encore aujourd'hui considérée par les entreprises et sur lesquelles il va y avoir besoin de le prendre en compte dans les études et dans cette revue de stratégie cyber au sein des organisations.
Alors pour finir, peut-être cette restitution qui se veut une synthèse très brève en 15 minutes, vous le verrez, les résultats de l'enquête sont très 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 riches en données. Et donc on vous invite effectivement à pouvoir en prendre connaissance et effectivement à les revoir, les discuter, les challenger au sein de vos organisations. Mais cette enquête, elle se termine par les principaux enjeux tels qu'ils sont identifiés pour 2027. Alors on a le sujet des nouvelles technologies, l'accélération de l'IA, le quantique, effectivement des sujets à prendre en compte dans les stratégies cyber. Il y a le sujet de la souveraineté qui revient comme étant un sujet à prendre en compte, avec une nécessité probablement d'accélérer la transformation cloud sur le marché marocain pour pouvoir adresser la mise en œuvre de l'IA et pouvoir bénéficier de ce que j'évoquais comme étant un outil tout à l'heure. Ces AI Frontier Models, aujourd'hui, ils sont accessibles par les entreprises ou certaines entreprises, mais ils sont aussi accessibles par les attaquants. Donc ce qui nous met dans une vraie course effrénée à cette menace cyber. Sur la dimension talent, on l'a évoqué, sur cette dimension-là, le reskilling, l'upskilling, c'est le thème un peu récurrent qu'on évoque depuis maintenant plusieurs années, sans avoir totalement réussi à résoudre le problème. Alors il y a des pays qui sont beaucoup moins dotés que le Maroc. D'ailleurs, c'est pour ça que PwC a fait le choix d'investir au Maroc sur ces sujets cybersécurité. On a un écosystème et une jeunesse extrêmement riche en matière de compétences cyber qu'il s'agit d'encadrer et d'amener au niveau pour répondre aux challenges de demain. Et je termine sur la gouvernance. Cette gouvernance, aujourd'hui, on le voit, elle se renforce par l'implication des dirigeants. Les dirigeants sont en attente d'un passage à l'échelle également sur cette dimension gouvernance, avec un pilotage des sujets cyber beaucoup plus orienté sur des indicateurs de performance, beaucoup plus orienté sur la donnée et moins sur une vision qualitative en fait, du sujet. Et ça, c'est probablement un des axes de travail, et on le voit d'ailleurs au quotidien. Beaucoup d'entreprises revoient leur cartographie des risques au sens large, incluant la dimension cyber, afin d'avoir une vision holistique des risques d'entreprise. Donc voilà ce que je souhaitais peut-être vous présenter. En synthèse, ce qu'on peut se dire, c'est que le Maroc progresse, les budgets ils augmentent. À mettre en perspective peut-être pour les PME et les ETI qui nécessitent encore d'être accompagnés pour débloquer en fait les bons niveaux d'investissement et avoir aussi les meilleures démarches avec des solutions de marché qui soient adaptées à ce type d'entreprise. On a des directions générales qui sont davantage impliquées, des enjeux liés à l'IA qui sont identifiés mais qui ne sont pas aujourd'hui encore totalement appréhendés, et c'est probablement le sujet qu'il faut avoir en visibilité pour FY27. Alors peut-être que cette conclusion constitue une transition naturelle et très forte vers le débat panel que je vais te laisser le soin d'introduire. Merci à tous. Merci beaucoup Jamel, merci. Alors Jamel, je te garde parce que tu fais partie du panel. Donc tu peux t'asseoir là, sur ce fauteuil, il t'attend. Et comme tu l'as dit, là tu as vraiment focusé, présenté une principale synthèse. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion, on vous mettra un QR code, ça sera tout à l'heure, pour que vous puissiez télécharger un livre blanc. C'est pas celui-là, je vais vous expliquer à quoi sert celui-là, mais tout à l'heure, il y aura un QR code et vous pourrez télécharger le livre blanc avec un ensemble de résultats de cette étude. Là, ce QR code, vous pouvez le scanner, ça va vous permettre de poser des questions pendant le panel. Je les recevrai et j'alimenterai, c'est Rachid Barbi qui va animer ce panel en fonction de ce qui sera dit. Alors ça va être un beau panel, on n'a que des experts en cybersécurité qui seront avec toi dans quelques instants et on va les découvrir. Ils sont juste là, je vais vous demander de les accueillir. C'est Halim Jadi, directeur risque, conformité et cybersécurité au sein de Banque El Maghreb, que je vous demande d'applaudir. Alors si Halim m'a dit avant qu'on commence le panel, c'est juste pour vous donner une petite consigne. Il s'occupe de la cybersécurité et des risques au sein de Banque El Maghreb, pas des banques de la place. Voilà, c'est souvent des questions qu'on vous pose. Voilà.
Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y répondre, mais bon, c'est juste pour bien insister là-dessus. C'est Chouaib Taher, expert en cybersécurité et en cryptographie post-quantique. Professeur Youssef Bentaleb, expert en cybersécurité et président du CMRPI, qui est le Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation. Et je vous demande d'accueillir le modérateur de ce panel, c'est Rachid Baharbi, qui est le vice-président de l'OSIM et le CIDO des assurances El Yazidi. Alors n'hésitez pas, vous avez encore le QR code, n'hésitez pas, c'est pas compliqué si vous l'avez scanné. Vous n'avez même pas besoin de rentrer de données, de vous inscrire. Vous atterrissez directement sur une interface qui vous permet de poser des questions et elles arrivent chez moi. Donc la censure, c'est moi. C'est Rachid. Merci beaucoup, cher ami. Alors, avec le micro, alors prenez vos micros, ils sont allumés. Voilà, vous en avez 3, vous pourrez vous les partager. Mettez-les bien proches de votre bouche. Et je vous laisse animer ce panel. Et moi, dès que j'ai une question qui me paraîtra intéressante, je vous la poserai, je me permettrai de vous interrompre. Exactement. Vous avez 1 heure. Merci beaucoup. Bonjour, Madame la Ministre, Monsieur le Directeur Général de la DGSSI, Mesdames et Messieurs les Présidents. Nous sommes très ravis de vous recevoir pendant cette 3e édition. On est vraiment très très fiers d'avoir réussi, alhamdoulilah, d'avoir un premier baromètre, en fait le seul baromètre au Maroc qui concerne la partie cybersécurité et qui permet de mesurer la maturité de nos organisations en termes de cybersécurité. Alors, nous venons d'assister, comme vous l'avez déjà vu, à la présentation de la 3e édition de l'OSIMètre par M. Jamel, notre partenaire, sur cet OSIMètre. Alors, ce livre blanc ne se limite pas à adresser un simple état des lieux, mais on va essayer de démystifier, de phosphorer autour de ces chiffres-là et autour des challenges et des enjeux de la cybersécurité au Maroc. Plusieurs signaux sont particulièrement encourageants. La maturité cyber progresse. Les directions générales s'impliquent davantage et les investissements augmentent. La cybersécurité devient progressivement un sujet de gouvernance et non plus uniquement un sujet technique. Heureusement pour nous, les RSSI, les CISO et les responsables GRC. Mais ce même rapport met également en lumière plusieurs paradoxes. Nous investissons davantage, mais les stratégies restent fragmentées. Nous adoptons massivement l'intelligence artificielle, mais sa gouvernance demeure embryonnaire. On assiste tous au Shadow AI. Nous accélérons notre transformation digitale, mais nous élargissons le périmètre d'attaque tout en renforçant notre dépendance à la technologie. Enfin, alors que les cybermenaces évoluent plus rapidement que jamais, la pénurie de compétences, la souveraineté numérique et la préparation aux ruptures technologiques, notamment l'arrivée du quantique, deviennent des enjeux stratégiques pour la compétitivité nationale et internationale. Derrière ces constats se cache une question très importante. Comment faire de la cybersécurité non seulement un levier de protection, mais surtout un accélérateur de confiance, de souveraineté, de résilience et de création de valeur pour le Maroc. C'est précisément ce que nous allons, Inch'Allah, explorer avec nos invités. Donc, pour répondre à ces questions, nous avons le privilège d'accueillir nos 4 personnalités qui sont très experts, sont des experts dans le domaine. Et il y a une très grande complémentarité dans leurs fonctions. Merci à chacun de vous d'accepter de répondre à notre invitation. Je commencerai par la fin. Donc, si jamais il a parlé de la gouvernance à la fin de sa présentation. Donc, ma question, je vais commencer par Si Halim Jadi. Le livre blanc révèle une évolution très positive. 74% des directions générales sont désormais impliquées dans les décisions cyber, contre 55% l'année dernière. Pourtant, seulement 45% des organisations ont formalisé leur appétit au risque cyber. Autrement dit, l'implication progresse plus vite que la gouvernance. Comment, si Halim, comment transformer cette implication des dirigeants en véritable gouvernance stratégique du risque cyber, en tenant compte de votre institution sur le tissu économique et financier? Merci, c'est Rachid. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de
de remercier les organisateurs pour la qualité de cet événement, de m'avoir aussi invité à ce panel très intéressant sur les résultats du baromètre 2026 en matière de cybersécurité. Donc effectivement, le constat du livre blanc en matière d'intérêt des directions générales sur les questions de cybersécurité est quelque chose de très intéressant. On a pu voir cette progression ces dernières années. Donc le sujet est devenu un sujet de gouvernance, un sujet qui est débattu dans les conseils d'administration, dans les comités d'audit, au niveau des directions générales et du comité exécutif. L'évolution était inévitable hein, dans la mesure où, et ça a été souligné par tout à l'heure, les différents intervenants, donc les répercussions des tensions géopolitiques, la sophistication croissante des cyberattaques, l'essor de l'intelligence artificielle, les perspectives en relation avec le quantum, mais aussi la recrudescence et la multiplication des cybermenaces qui ont touché notre tissu économique et plusieurs institutions marocaines, notamment l'année dernière. Donc tout ça a profondément changé la nature d'appréciation de ce risque qui est passé effectivement du côté technique vers le côté de bonne gouvernance pour gérer à la fois la continuité d'activité et la cyber-résilience et pour un petit peu éviter d'ébranler la confiance numérique dans un monde où la digitalisation est devenue de plus en plus importante. Maintenant, en revanche, comme vous l'avez souligné dans votre question, si plus de 45% des organisations n'ont pas encore formalisé leur appétence au risque, c'est quelque chose qui nous interpelle et qui nous montre qu'il est important aujourd'hui de franchir cette étape d'un point de vue gouvernance au niveau de nos différentes instances. Pour justement transformer cette implication des dirigeants en un véritable système de gouvernance, moi je pense que ça devrait reposer sur 3 dimensions que je vais appeler les 3D hein, dans mon intervention. D'abord décider du cap à mettre en place, décider du niveau de risque acceptable en matière de cybersécurité et derrière cette appétence au risque, on va clairement définir l'organisation, les moyens, les budgets qui s'imposent. Diriger, c'est-à-dire les instances aujourd'hui, ils jouent un rôle de suivi, mais il y a un manque en termes d'indicateurs adaptés à des conseils d'administration, à des comités d'audit. Donc il faudrait, et ça je vais l'évoquer par rapport à l'expérience de Banque Le Maghreb, traduire le langage technique en langage compréhensible par les boards et par les équipes dirigeantes pour qu'ils puissent mieux apprécier l'évolution de la maturité cyber au sein de leur organisation. Et puis le 3e et dernier D, c'est démontrer la cyber-résilience. Comme vous le savez, nous, en matière de gestion de risque, le risque zéro n'existe pas. Donc si l'organisation est touchée par une cyberattaque, il faudra avoir des plans spécifiques pour pouvoir faire face à une crise cyber. Donc ça passe par les tests, les simulations de crise et impliquer surtout le management dans ce type d'exercice, les dirigeants, pour pouvoir mener à terme tous ces aspects. Donc rapidement, je vais juste citer 2 ou 3 cas où la Banque centrale a pu démontrer en tous les cas l'implication des dirigeants. D'abord, la sécurité de l'information ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui existe et que nous avons traité dès la fin des années 90. Donc la Banque Le Maghreb était en tous les cas parmi les premières organisations à avoir défini une politique de sécurité de l'information en 2004, 2005. Bon, à l'époque, il y avait pour les gens qui l'ont connu, le British Standard 7799 qui s'est transformé à l'ISO 27000. Donc nous l'avons déployé. Et puis progressivement, avec la montée, j'allais dire, des menaces cybernétiques, donc on a un petit peu mis en place un SMSI. On a ensuite développé une stratégie cyber
créer des instances de gouvernance. Donc nous avons un comité de cybersécurité qui se réunit trimestriellement. Nous avons un comité exécutif présidé aussi par le gouverneur de Banque Le Maghreb qui examine ces sujets-là de manière trimestrielle. Et nous avons monté des tableaux de bord, des KPI, sur la base des composantes du NIST, en essayant, comme j'ai dit tout à l'heure, de traduire les problématiques de vulnérabilité, d'intrusion sur des sujets qui sont compréhensibles. Nous présentons ces éléments à notre comité d'audit et des risques. Donc il y a un débat intéressant. On essaie aussi de sensibiliser, de former nos membres du conseil d'administration de la banque sur ces sujets. Et c'est toute cette dynamique qui nous a permis en tous les cas d'asseoir une certaine gestion dynamique, un suivi rigoureux par les instances. Le RSSI de la banque aussi, il a un rôle clé pour animer, pour expliquer, pour sensibiliser. Et donc au total, pour conclure, je pense que la véritable question, n'est plus de savoir si les dirigeants sont impliqués, mais comment cette implication se traduirait en arbitrage, en décision, et cette évolution qui permet de passer d'une simple prise de conscience à, comme vous l'avez dit, une véritable gouvernance. Merci beaucoup, Sir Halim, pour ce Rex, pour ce retour d'expérience. On passe à la deuxième partie qui concerne surtout la cybersécurité, à la souveraineté numérique. Donc le livre blanc, comme vous l'avez vu, donc, il montre que les entreprises marocaines progressent en matière de cybersécurité, mais leur maturité reste freinée par 3 facteurs majeurs. La pénurie de talents, vous avez vu que c'est 80% d'organisations déclarent souffrir d'une pénurie de compétences, une souveraineté numérique encore fragile et une gouvernance insuffisamment structurée. Et on va dire que la partie résilience dans un état embryonnaire. Je vais passer la main à Youssef Bentaleb, qui est un chercheur, professeur au Centre marocain des recherches polytechniques et innovation. Merci. Bentaleb, s'il vous plaît, alors la question est la suivante. Comment faire de la cybersécurité non seulement un sujet de protection, mais aussi un levier de résilience, d'innovation et de compétitivité et surtout de souveraineté? Merci beaucoup, Sir Rachid. Je tiens à remercier l'OSIM et aussi PwC pour l'invitation, mais aussi pour la constante avec laquelle ils portent depuis 3 éditions ce baromètre. Donc le Maroc est doté certainement ces dernières années d'un cadre national de cybersécurité qui commence à porter ses fruits avec la stratégie nationale de cybersécurité, la vision Maroc Digital 2030 et un score de 97,5 sur 100 à l'indice de l'unité de maturité de cybersécurité en 2024. Mais un score, à mon avis, reste un score. C'est le sens même de l'osimètre mesuré sur le terrain, ce qui est ce que les indices annoncent sur le papier. Voilà, donc je pense, vous avez parlé beaucoup plus de souveraineté, mais aussi de résilience des organisations. Donc je pense qu'il fallait passer carrément de la culture je dirais plutôt de la logique de conformité vers la logique de véritable culture de résilience. Donc beaucoup d'organisations, je pense marocaines aujourd'hui, ont fait un travail remarquable sur la conformité ces dernières années, que ce soit sur ISO 27001, aussi la loi 0908, directive de la DGSSI. Mais un audit réussi, je pense, ne fait pas d'une organisation résiliente. Et c'est là que se jouent les prochaines décennies. La résilience n'est pas n'est plus un mur qui protège, mais je pense que c'est une colonne vertébrale qui redresse, et qui repose sur 3 dimensions techniques d'une part, donc des exercices de simulation de crise cyber, des sauvegardes en ligne,
mais aussi des plans de reprise d'activités testés. Au Maroc, encore, trop peu d'organisations, en particulier les petites et moyennes entreprises, on pratique régulièrement. Souvent, on apprend à nager. Le jour où le bateau coule, ça ne sauve pas de vie, à mon sens. Donc la deuxième, c'est humaine, vous l'avez dit, c'est la culture en fait. 60% jusqu'à 80% en fait des vulnérabilités ou bien des violations passent par le facteur humain. Mais l'humain reste la première ligne de défense. Une organisation résiliente, c'est celle où, si je n'exagère pas, la femme de ménage, c'est ce qu'un phishing. Où un stagiaire ose quand même en fait de signaler une anomalie. Donc, où aussi le dirigeant s'émule des crises avec ses équipes. Ce n'est pas de la technique, hein, c'est de la culture en fait qu'il fallait instaurer, mais une culture qui ne se dicte pas, qui ne s'impose pas, mais qui s'instaure dans le temps. Donc la troisième dimension, je pense, c'est écosystémique. Donc je pense qu'aucune organisation n'est résiliente seule. La résilience se construira par des communautés sectorielles, santé, par exemple, finance, industrie, administration, etc. Donc, je pense que la conformité vous dit ce que vous devez faire. Par contre, la résilience, il nous dit ce qu'on doit être. Et ça, c'est la différence. Par rapport vous avez parlé d'ailleurs de facteurs humains, savoir les ressources humaines, c'est vrai. Donc il y a une pénurie internationale, il faut le dire en termes en fait, de ressources humaines au niveau en fait, de la cybersécurité, mais aussi des métiers en lien, l'IA, etc. Et en Afrique, donc il y a une absence quand même de chiffres. Donc il faut compter maintenant, d'ici 2030, d'après les estimations, 200 000 en fait, je dirais, personnel et aussi compétences, talents qui vont travailler sur la cybersécurité, etc. Le Maroc en fait partie. Donc il y a un énorme déficit, il faut le dire. Aujourd'hui, au niveau des profils hautement spécialisés, à savoir par exemple les analystes SOC expérimentés et les experts en cybersécurité des systèmes de l'industrie, etc. Donc 30 secondes, cher ami. Oui, moins de 30 secondes. Le déficit n'est pas seulement quantitatif, il faut dire qu'il est structurel. On pense souvent que le problème, c'est un problème de diplômés, alors qu'en réalité, le défi est de créer une passerelle entre les compétences et aussi les talents auto-formés et aussi les diplômés. Donc, le dernier point, je m'arrête là, c'est le point le plus préoccupant, c'est déjà il a été cité dans dans le paramètre d'OSIM, c'est comment retenir les talents. Un ingénieur aujourd'hui en cybersécurité marocain, il vaut 50 à 100 000 euros par an en Europe et en Afrique. Donc la question se posait, comment retenir ces talents-là? Comment les motiver? Mais aussi comment les impliquer en fait dans le défi en lien avec la souveraineté. Demain, en fait, la souveraineté, je dirais, numérique, ça ne serait pas uniquement au niveau des données, mais plutôt au niveau de comment retenir les compétences nationales pour travailler ici au Maroc. Voilà. Merci beaucoup, c'est Youssef. Maintenant, on va attaquer le troisième volet, qui est aussi très important. Alors, l'un des enseignements les plus frappants du livre blanc est peut-être celui ici qui est de 64% d'organisations marocaines considèrent que la menace quantique comme un sujet lointain, alors que les données sensibles collectées aujourd'hui parce que je viens d'apprendre qu'ils sont déjà déchiffrés selon le principe de Harvest Now, Decrypt Later. Cher ami, c'est Mohamed, il l'a bien dit tout à l'heure, mais
j'ai passé une petite demi-heure avec notre cher ami Si Chouaib. Il m'a montré des trucs incroyables que c'est déjà decrypted. Aussi, nous avons le privilège de peut-être d'assister à une avant-première au Maroc. Bon, je laisse en parler. Alors, sommes-nous face au prochain grand risque stratégique ou au prochain grand angle mort des organisations marocaines? Et quel est le plus grand défi pour nos organisations marocaines? Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup pour tout le monde. Ce que je pouvais dire, ce qu'on a appris à l'école, à certains moments, on a pris Alice, Bob et Eve pour l'échange des données entre eux et mettre de la crypto. Je pense que cette règle-là, prochainement, ne va plus nous servir à faire des échanges. La question, ce que vous avez posé, moi, je vais dire les deux. La première, c'est le risque stratégique. Et la deuxième, c'est, comment on dit, l'angle mort pour les entreprises marocaines. Et c'est pourquoi. Parce que là, tout le monde croit au dicton de Harvest Now and Decrypt Later. Il n'est plus valable. It's harvested before. Now we decrypt. Because le premier germe du quantique, c'est en 1994. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens là qui ont suivi un événement dans les années 2004 et 2003. On avait un routage de données, 20 minutes de données Internet enroutées vers un pays, entrée et sortie. Et je vous laisse imaginer la quantité de données et aussi l'infrastructure pour capter ces données-là et pour faire du decrypted. La vraie question qu'on doit se poser, ce n'est pas l'arrivée des postes quantiques ou l'arrivée des ordinateurs quantiques. La vraie question, c'est pour combien de temps nos données résistent. C'est la vraie question qu'on doit se poser. Est-ce que nos données sont déjà résistantes? Parce que là, avec ce qui arrive sur le marché, avec rien qu'on fait un simple calcul avec un ordinateur simple, pour faire un pas de humain, c'est 0,5 jusqu'à 0,8 secondes pour faire un pas. Dans un ordinateur de 3 gigas ou 3 gigahertz, ça fait 48 ans. Donc, maintenant, les entreprises marocaines qui sont en retard de prendre ce risque-là, un jour, ils vont se trouver à la morgue. Et c'est très, 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 très sensible comme sujet. Maintenant, la RSA 4096, elle est tombée à l'eau. Faites attention à ça. Il faut changer les algorithmes. Mais ce n'est pas seulement changer l'algorithme. Parce que le vrai challenge, c'est comment mettre tout le monde autour de la table pour décider. Ce n'est pas seulement les gens des risques, ce n'est pas seulement les gens de tout ce qui est cybersécurité, c'est tout le business, c'est toutes les architectures. Il faut penser aussi aux architectures, parce que prochainement, on va avoir un changement sur les architectures. Maintenant, toutes les architectures sont signées par des algorithmes qu'on connaît, les RSA et machin. Prochainement, les architectures vont avoir aussi un changement. Et vous avez dit, le grand défi, comme j'avais dit, c'est le grand défi de la transition. Est-ce qu'on a bien préparé notre transition? Il y a une question assez ouverte pour tous les dirigeants, pour tous les RSIC. Est-ce que jamais on a fait un CBOM, Certificat Bill of Material, l'audit de certificats qui circule dans nos réseaux internes? Et j'espère que les gens travaillent sur cette piste-là. Aussi, il y a les vraies menaces, c'est est-ce que notre donnée peut résister à ce choc-là? Très bien. Concernant une autre question, vous m'avez parlé d'une avant-première que vous pouvez partager avec nous.
Donc ça concerne la question, est-ce qu'on peut avoir un système de chiffrement post-quantique, cryptographie souverain de nos entreprises? Oui. Donc, et il y a une chose, c'est que ça existe au Maroc. Et on a fait ce système-là au Maroc. Implémenté chez des organisations. Avec adaptation et adoption des algorithmes, n'importe quel algorithme de cryptage. Même si on prend notre algorithme national, on peut le mettre. Ça, c'est une poussée. Deuxième point, on a passé à un deuxième stade, c'est qu'on a mis en place certains téléphones qui utilisent le post-quantique pour le chiffrement, pour tout ce qui est messagerie, sans passer par Internet. C'est déjà un téléphone là qui utilise le chiffrement de messages SMS simples sans passer par l'IP. C'est SMS à SMS. Donc disons GSM. Et en plus, on a fait des VPN post-quantiques avec site-to-site et client-to-site. Avec de l'infra marocain et des talents marocains. 100% marocain, fait avec les talents marocains, ici au Maroc, tourne au Maroc. Même en utilisant même des infrastructures, des 4G, indépendants de l'infrastructure. Félicitations. Et ça, c'est fait par des Marocains, bien sûr. On a acheté du matériel de l'extérieur, mais ce qui tourne, c'est marocain. Très bien. Merci beaucoup, Si Chouaib. Merci à vous. Pour cet éclaircissement et ce retour d'expérience. Maintenant, on passe à M. Jamil. Alors, le livre blanc montre une progression encourageante de la maturité cyber des organisations marocaines, davantage de budget, une implication plus forte des directions générales et une meilleure prise en compte des enjeux de gouvernance. Mais il révèle aussi une fragmentation des priorités concernant la protection des données, résilience, conformité, culture cyber, gouvernance de l'IA. Alors, Jamel, comment un comité exécutif peut-il éviter de vouloir tout faire à la fois? Pardon, c'était le timekeeper. Comment un comité exécutif peut-il éviter de vouloir tout faire à la fois et définir les 3 priorités qui créeront réellement de la valeur? J'ai 5 heures. Non, je plaisante. En fait, c'est une question qui repose même, je pense, à la notion de gouvernance en fait, des risques. Je pense que c'est une question qu'on a un peu appréhendée au travers des différentes interventions qu'on a eues et qui démontrent en fait que le sujet est quand même un sujet complexe. On l'a dit, l'osimètre met en avant le fait que le sujet de la cybersécurité n'est plus un sujet purement technique et vraiment un sujet de management. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose dont on peut se féliciter au Maroc. Mais il est vrai aussi, et ce n'est pas l'apanage du marché marocain, que ce sujet cybersécurité, il reste quand même complexe à appréhender pour un dirigeant d'entreprise. Il s'implique dans la définition des stratégies cyber qu'on connaît aujourd'hui au sein de nos différentes organisations. Je pense que pour eux, c'est quand même très difficile d'appréhender l'évolution, la célérité en fait, de cette menace. On a parlé d'intelligence artificielle, j'évoquais tout à l'heure le sujet des modèles AI Frontier qui apparaît. Donc voilà, ça c'est à même en fait, de faire évoluer de manière assez fondamentale les stratégies cyber. Donc je pense que pour aller dans le sens de la question que tu poses, je pense que il est en fait le moment de reprendre un peu de recul par rapport à la manière dont on appréhendait en fait, la cybersécurité en fait, par le passé. On parlait tout à l'heure de la conformité. Je pense qu'on est passé d'un moment en fait, où ces approches étaient très orientées sur la dimension conformité, avec un secteur financier qui est probablement le plus mature en fait, sur ces sujets de gestion des risques et de conformité, qui fait que probablement le secteur financier a un peu avancé avant les autres en matière de gestion des risques, et donc du coup est mieux armé en termes de gouvernance, est mieux armé en matière de cartographie des risques, et je pense que c'est l'un des prérequis quelque part à la bonne décision. On parlait tout à l'heure d'appétit au risque. Ça, c'est quelque chose dont, à titre personnel, je parle depuis une dizaine d'années à des comités exécutifs.
Et c'est quelque chose qui, malgré tout, en fait, n'est pas encore totalement en place. Donc je pense que reprendre en fait ces fondamentaux, se reposer la question de savoir ce qu'on est prêt à accepter en fait comme risque, et on peut être prêt à en accepter en fait. Je pense que c'est une posture en fait à avoir. C'est déjà en fait un premier élément de réponse. Le deuxième, donc je parlais de prendre un peu de recul. Je pense que les questions qu'on a évoquées autour du quantique, autour de l'intelligence artificielle, sont des questions qui viennent revoir fondamentalement en fait ces stratégies cyber. Donc reposer ces éléments-là en fait sur la table, les expliquer, parce que je pense qu'elles ne sont pas comprises. Aujourd'hui, je pense que les comités exécutifs ne se rendent pas encore totalement compte de l'ampleur en fait de la menace et de cette accélération. On le voit dans toutes les statistiques sur l'évolution du nombre d'attaques, de leur sophistication. Et je pense qu'il faut prendre le temps de continuer à former ou à sensibiliser en fait ces dirigeants pour qu'ils puissent comprendre la menace quantique, pour qu'ils puissent comprendre l'évolution de cette menace cyber à l'aune de l'IA. Et après, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments que vous pourrez, je pense, apprécier de manière plus détaillée dans les résultats de l'enquête, qui tiennent également à la manière dont on pilote en fait ce sujet cybersécurité. C'est un sujet qui de plus en plus se pilote par les chiffres, par la donnée. Quand on le dit comme ça paraît extrêmement compliqué parce qu'on a encore des approches qui sont très fragmentées comme tu l'expliquais, mais qui de plus en plus doivent être défragmentées, consolidées, de telle sorte à pouvoir exploiter cette donnée et à ce qu'elle soit un élément de prise de décision par rapport à la menace cyber. Donc ça, c'est un point important. Je pense qu'on n'y est pas encore aujourd'hui, mais c'est les choses sur lesquelles j'inviterais en fait à travailler, en tout cas dès 2027, dès l'année prochaine. Merci beaucoup, M. Gemel. Donc nous avons encore 5 minutes. Donc j'en profite pour poser la dernière question, c'est qu'il y a une conclusion, une question de conclusion qui va nous permettre de voir le futur. Alors depuis le début de nos échanges, nous avons parlé de gouvernance, de résilience, d'intelligence artificielle, de souveraineté, de quantique, de talent et d'innovation. Les prochaines années verront l'essor de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique, de nouvelles réglementations, bien sûr, mais aussi de nouveaux risques géopolitiques. Je voudrais terminer par une question très simple. Alors, quel est à votre avis, donc en 30 secondes, s'il vous plaît, quelle est la priorité stratégique qui doit absolument être réalisée d'ici 2027, et quelle est selon vous la décision que tout dirigeant marocain devrait prendre dès aujourd'hui pour préparer son organisation aux 5 prochaines années, pour 2030. Mais déjà pour 2027, qu'est-ce qu'il faut prendre en charge tout de suite? Une décision rapide. En 30 secondes, c'est un challenge. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les talents et la rétention des talents, la formation des experts et surtout leur fidélisation au service des organisations, des entreprises et de notre pays. Parce que c'est avec cette pépinière que nous allons pouvoir construire tout le dispositif. Et peut-être une deuxième idée, et je m'arrêterai là, que toutes les organisations, les entreprises vont avec la même vitesse. Bon, vous avez dit le secteur financier, effectivement, une avance sur les autres secteurs. Donc je serais content de voir les PME, TPE qui emboîtent le pas, pas peut-être avec la même dimension, mais au moins sur un rythme similaire. Merci, Sylvain. Merci Youssef. Je rejoins mon collègue sur toujours la même priorité, savoir les talents. Si je partage avec vous une chose, c'est que vraiment on est dans un contexte géopolitique très difficile, il faut le dire, en termes de cybersécurité. Former les talents, c'est intéressant. Former les talents pour le futur, c'est pas pour aujourd'hui. On parle maintenant en fait du poste en fait quantique, d'autres métiers en lien avec l'intelligence artificielle, mais aussi il fallait savoir que
je dirais, ces talents-là. Donc il fallait les chercher, les motiver, ça c'est intéressant, et le retenir. Donc je répète toujours, donc il fallait le retenir. Et je suis tout à fait d'accord que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est les ressources humaines. Je ne voulais pas en fait donner des exemples aujourd'hui qu'il y a une pénurie en fait au niveau des ressources humaines dans le domaine agricole, comme vous le voyez dernièrement dans le secteur en fait, je dirais du câblage entre guillemets. Je pense d'ici quelques années, nous allons nous retrouver avec le même défi. Avoir des dernières technologies déployées, mais en contrepartie, on n'aura pas des personnes, quand même, des talents qui vont gérer en fait ces technologies-là. Merci beaucoup, c'est Youssef. Si Chouaib. Bon, je ne vais pas répéter les mêmes choses, mais je vais avancer un peu sur une étape. C'est que on a parlé de post-quantique. Post-quantique, tout le monde dit c'est 2030, 2035. Non, c'est 2027. 2027, on va voir les premières vagues d'attaques. 2027, on doit être déjà parmi les premiers ici au Maroc et protégeant nos données. Merci, si Jamal. Alors pour moi, effectivement, je pense qu'il faut continuer à investir sur les talents, mais je vais faire peut-être une réponse un peu plus complexe, qui, à mon sens, en fait, vient aussi amener une forme d'urgence, ou en tout cas de nécessité d'accélération sur la dimension technologique. On parlait d'analystes SOC tout à l'heure. Aujourd'hui, l'approche qu'on a typiquement chez PwC, c'est de se dire qu'un SOC, ce n'est plus opéré que par des analystes, c'est aussi opéré par des agents IA qui viennent en fait accompagner ces analystes. Donc c'est vrai qu'il est nécessaire en fait de faire en sorte que les équipes qu'on a aujourd'hui appréhendent totalement les enjeux liés à l'intelligence artificielle, liés au post-quantique, qui sont un peu les deux gros sujets en fait qu'on voit en ce moment. Donc il faut investir dans ça, mais il faut investir en les orientant vers les challenges qui sont en particulier le challenge de l'IA, et le sous-jacent de ça, c'est la transformation cloud. Et pour aller sur ta deuxième question, qui est quelle est la prise de décision à prendre pour un dirigeant, moi je vois encore un certain nombre de transformations cloud qui sont un petit peu à l'arrêt et qu'on n'a pas forcément encore, je pense, pensé jusqu'au bout, c'est-à-dire dans l'exécution complète de cette transformation. Et je pense que c'est un sujet qui maintenant doit être posé sereinement, posé en répondant aux enjeux de souveraineté qui sont forts au Maroc et qu'il est important en fait de pouvoir appréhender, et qui nécessite d'avoir une réflexion vraiment stratégique et non tactique. Il ne s'agit pas de transférer quelques applications ou quelques infrastructures dans le cloud. C'est pas ça la transformation cloud. La transformation cloud, c'est plus d'appréhender le sujet dans son ensemble, en intégrant toutes les dimensions qui sont très complexes, notamment techniques, d'organisation de gouvernance, mais aussi de souveraineté. Merci beaucoup, si jamais. Et surtout une dernière décision, c'est, je crois, c'est continuer à consulter nos e-maîtres de chaque année. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Sélachine. En votre nom. Merci à vous. En votre nom, je remercie nos intervenants. Et j'espère qu'on a respecté le timing. Vous avez respecté le timing. Alors, j'avais des questions, je ne vous ai pas interrompu. Non, mais il y avait beaucoup de questions auxquelles vous avez déjà répondu, parce que c'est vraiment des questions qui portaient sur les priorités. Et vous avez bien répondu, notamment sur les talents, parce que beaucoup de questions portaient sur quelles étaient les priorités. Est-ce que c'est les talents? Est-ce que la mise en place d'instances de gouvernance? Alors, vous en avez tous parlé, mais on a bien compris que ce point-là était focal. Merci. Ça veut dire qu'on est synchronisé, donc c'est très bien. Oui, avec les questions avec toute cette matière grise, je pense que l'anticipation, c'est aussi, ça fait partie de vos métiers à vous, d'anticiper de la meilleure des manières. Merci beaucoup, Sélachine. Merci à vous. Vous pouvez les applaudir encore une fois. Je vais vous laisser rejoindre la salle. Oui, alors oui, on va faire une photo, bien sûr. Allez-y. Parce qu'après, on va faire une photo tous ensemble. Allez-y. Mettez-vous un peu devant. Essayez de ne pas tomber.
n'a pas beaucoup de place. Ça manque de femmes. Je voyais le regard de Madame la Ministre, je savais que c'était ça. Merci à vous. Alors, avant qu'on clôture, et comme j'ai dit, on va dans quelques instants faire une photo tous ensemble, je vais demander à Si Mohamed de bien vouloir me rejoindre pour présenter un des moments qui est incontournable, ce sont les prochaines assises de l'OSIM. Ça va être super rapide. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas l'OSIM, c'est 128 adhérents, un peu plus d'une centaine de milliers de collaborateurs. Si on réunit en fait tous les effectifs de ces 128 organisations, 3 grands secteurs représentés, ces 128 organisations font 20% du PIB et 30% de la cote de Casablanca. Donc pratiquement 30 et quelques entreprises sont déjà cotées sur la bourse Casablanca. Si on peut juste passer très rapidement. Alors, les assises de l'OSIM, ce sera du 7 au 9 octobre à Tanger. On a pris l'initiative et le parti pris d'aller vers Tanger, cette capitale économique, et donc nous chérissons tous au nord de notre cher pays. Donc nous sommes sortis après 16 années à Marrakech pour aller vers Tanger. Alors, nous attendons quelque chose comme 1200 participants. C'est ce qu'on a fait lors des assises de l'OSIM 2022 et 2024 avec des keynote speakers qui sont, on va dire, connus et reconnus. Donc, à l'honneur, on va inviter Petra Holm, qui est une directrice de e-Estonia. Donc, on en a profité quand on est allé en Estonie pour un peu visiter le business center de l'Estonie et puis d'avoir de visu, en fait, cette digitalisation de tous les services publics, top 1 mondial. Donc, elle sera là pour nous faire un tour d'horizon de tout ce qui a été fait et comment cela a été fait, quels sont les challenges et facteurs clés de succès. Ce sera notre premier keynote speaker, Arthur Langer, qui est aussi un docteur du Columbia University, donc qui va aussi nous parler d'un sujet qui relève de l'IA. Et last but not least, Thierry Watlet, que vous connaissez tous peut-être, c'est le rédacteur en chef de RTL, 20 ans chez RTL. Et donc lui, il va un peu allier tout ce qui est éloquence, intelligence artificielle et philosophie. Et donc on va terminer les assises de l'OSIM avec Thierry Watlet. Donc 3 jours, dont 2 essentiellement qui vont obéir à une vision du navigating de now, dont on est aujourd'hui, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes d'IA, mais scaling the next, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se profile à l'avenir en matière d'IA. Vous avez vu que, oui, donc la thématique c'est empowering, avec un AI au début par l'innovation, l'intelligence et la souveraineté. Alors la souveraineté, je voudrais rendre hommage à une institution aujourd'hui qui porte, on va dire, le drapeau de la souveraineté, de la sécurité des systèmes d'information très haut au Maroc, c'est la DGSSI. Nous sommes honorés par la présence du général de brigade, Si Abdullah Boutrig, directeur général de la DGSSI. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je sais très très bien, alors aujourd'hui, Inch'Allah, ils seront partenaires des assises de l'OSIM, mais pas plus tard qu'il y a une semaine, il nous a réunis dans son bureau, et la PEBI et l'OSIM, pour nous challenger, pour qu'on soit acteurs et non pas spectateurs, pour qu'on puisse pousser nos initiatives, nous et la PEBI, vers la PME, vers la formation, vers le Security by Design dont a parlé Madame la Ministre, vers le Privacy by Design dont a parlé le Premier Ministre. Donc, merci Général d'être parmi nous. Et nous sommes avec vous, et la PEBI, et nous-mêmes OSIM, et pratiquement tous les partenaires ici présents, pour porter haut, donc justement, le drapeau de la souveraineté et de la sécurité des systèmes d'information au Maroc. Merci. Alors, reste avec moi, Si Mohamed. Juste comme je vous l'ai promis tout à l'heure, vous pouvez scanner ce QR code pour télécharger le livre blanc, comme on vous l'a promis, où vous pourrez avoir les résultats, alors pas dans leur intégralité, mais du baromètre de la cybersécurité au Maroc, avec étayé par des analyses et par un certain nombre de recommandations. Il y avait une question qui était arrivée, justement, qui posait une question, est-ce qu'il y aura une feuille de route, etc. Vous pouvez, dans le livre blanc, avoir un certain nombre de recommandations suite à cette étude. Si Mohamed, tu tenais à rendre hommage, maintenant, à quelqu'un.
Je te laisse. Alors, ce sont quelques mots que l'OSIM va prononcer et donc à l'encontre de Madame la Ministre. Merci Madame la Ministre d'être parmi nous aujourd'hui. Porter les ambitions numériques du Maroc nécessite une synergie forte entre les acteurs du terrain et la vision étatique. C'est précisément ce que symbolise le soutien de Madame la Ministre Amal Fellah Saghrouchni à l'OSIM. Au-delà de la fonction ministérielle, nous saluons l'engagement d'une experte académique hors pair qui comprend les défis réels de la tech et de l'IA. Nous l'avons connue. Elle a accueilli au sein de l'UM6P et du DOM AI, il y a 2 ans de ça, le CIO Move, qui est un think tank international de DSI. 200-300 personnes qui étaient là et donc qui ont vu les réalisations au sein de l'UM6P et puis par rapport à tous les achievements qu'accomplissait Madame la Ministre avec ses doctorants et ses étudiants à l'UM6P. Son accompagnement et sa présence à nos côtés sont des leviers essentiels pour concrétiser nos projets de transformation et de partage de compétences. Toute l'équipe de l'OSIM la remercie pour son soutien indéfectible et sa vision partagée. Merci. Et je vais donc inviter Madame la Ministre à bien vouloir nous rejoindre sur scène. On a un petit cadeau pour vous. Merci beaucoup. C'est ouais. Alors, on va peut-être ouvrir. Ils sont curieux, je crois. Oui, ils veulent tous savoir ce que c'est. Attendez, je vais vous aider. Merci à vous, Madame la Ministre. Alors maintenant, on va faire le petit exercice. Oui. Alors, Madame la Ministre, on va vous demander juste de rester avec nous, si vous le voulez bien. Avec... Voilà, les membres du bureau de l'OSIM. Je vais demander aux membres du bureau de l'OSIM de bien vouloir nous rejoindre sur scène pour qu'on fasse une petite photo. Allez, venez. Allez, on a tous les membres du bureau. Allez, vous pouvez dire OSIM avec le sourire, ça marche. Vous pouvez dire IA aussi, non mais c'est moins. Ça marche moins. Voilà, la scène est libre. Super. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre.
Merci Général, mesdames et messieurs, merci infiniment. Et on vous laisse continuer à discuter, à poser vos questions à nos experts, entre vous, lors du cocktail. Merci à vous.